Bonsoir. Et si tout ce que nous pensions savoir sur le commencement, sur la naissance de tout, était incomplet? Et si, dans l'obscurité la plus profonde et la plus ancienne de l'univers, une lumière nous parvenait aujourd'hui pour nous raconter une histoire différente, une histoire qui ne correspond pas à nos livres? Ce soir, nous n'allons pas simplement regarder les étoiles, nous allons écouter le murmure d'une découverte faite par le plus puissant œil que l'humanité ait jamais tourné vers le cosmos, le télescope spatial James Webb. Il a photographié une structure qui, selon toutes nos théories, ne devrait pas exister. Une impossibilité flottant dans l'aube des temps. Je vous invite à fermer les yeux, à respirer profondément et à vous laisser porter par ce récit. Ensemble, nous allons voyager 13 milliards et demi d'années en arrière pour contempler une anomalie qui pourrait bien redéfinir notre place dans l'histoire cosmique. Ce n'est pas une histoire effrayante, mais une histoire d'émerveillement, la preuve que l'univers est infiniment plus surprenant et mystérieux que nous ne l'avions jamais imaginé. Pour comprendre l'ampleur de ce mystère, il faut d'abord imaginer l'instrument qui l'a révélé. Le télescope spatial, James Webb, n'est pas une simple lunette astronomique, c'est une machine à remonter le temps. Son immense miroir doré, composé de 18 hexagones parfaits, est une sorte de filet à lumière, mais il ne capture pas n'importe quelle lumière. Il est conçu pour capter la lumière infrarouge, la lueur thermique et ancienne des objets les plus lointains. Cette lumière a voyagé pendant des milliards d'années pour nous atteindre. Plus le télescope regarde loin, plus il regarde tôt dans l'histoire de l'univers. Sa mission principale était précisément celle-ci: observer les toutes premières étoiles, les toutes premières de galaxies nées de la soupe primordiale, quelques centaines de millions d'années seulement après le Big Bang. Selon notre modèle cosmologique standard, l'univers à cette époque devait être un endroit chaotique et jeune. Les galaxies n'auraient dû être que de petites poches de gaz maladroites, des amas d'étoiles désordonnés, à peine formés. C'était la théorie, c'était l'histoire attendue, une histoire de croissance lente, progressive, s'étalant sur des éons. Le télescope Webb a été envoyé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, dans le froid glacial de l'espace, pour confirmer cette histoire. Mais au lieu de cela, il nous a renvoyé une image qui raconte tout autre chose. Imaginez le silence, un silence absolu et profond, à 1,5 million de kilomètres de chez nous, au point de Lagrange 2. Là, protégé du soleil par un bouclier thermique de la taille d'un court de tennis, le télescope Webb dérive lentement. Sa température de fonctionnement est proche du zéro absolu, un froid nécessaire pour percevoir les plus faibles chuchotements thermiques de l'univers naissant. Ses miroirs dorés, d'une perfection presque surnaturelle, s'orientent vers une minuscule parcelle de ciel noir, une région qui semble vide pour tous les autres télescopes. Mais Webb n'est pas comme les autres. Il est conçu pour voir l'invisible. Pendant des heures, qui deviennent des jours, il reste immobile. L'obturateur de ses instruments grands ouverts, buvant la lumière antique. Les photons, des particules de lumière qui ont commencé leur voyage, alors que notre système solaire n'était même pas un nuage de poussière, terminent enfin leur course sur ces capteurs. Un par un,
Il dessine une image. Ce n'est pas un processus instantané. C'est une accumulation patiente, une peinture qui se révèle, touche par touche, sur une toile de 13,5 milliards d'années. Sur Terre, dans les salles de contrôle, des scientifiques attendent. Ils ont passé des décennies de leur vie à concevoir cette mission, à calculer chaque trajectoire, à anticiper chaque résultat. Ils s'attendent à voir des points rouges, flous, les germes de futures galaxies, confirmant leur modèle. L'ordinateur traite les données brutes, les assemble, nettoie le bruit cosmique. Et puis, l'image apparaît sur les écrans. Un silence s'installe dans la salle. Mais ce n'est pas le silence de la satisfaction, c'est le silence de l'incrédulité. Le silence qui précède une révolution. Car ce que l'image montre n'est pas du tout ce qui était prévu. Les points ne sont pas flous. Les formes ne sont pas primitives. C'est quelque chose d'autre. Quelque chose d'impossible. Ce qui est apparu sur les écrans des scientifiques n'était pas une collection de petites galaxies naissantes, mais un ensemble de 6 objets massifs, brillants et étonnamment bien formés. Pour utiliser une analogie simple, imaginez que vous regardiez une échographie d'un embryon de quelques semaines et que vous y voyez un adolescent de 15 ans avec une structure osseuse complète et des traits parfaitement définis. C'est le niveau de surprise et de confusion que ces données ont provoqué. Ces 6 galaxies candidates que les astronomes ont depuis surnommées les briseuses d'univers existaient entre 500 et 700 millions d'années seulement après le Big Bang. À cette échelle de temps cosmique, c'est l'équivalent de la toute première enfance de l'univers. À cette époque, il n'y aurait pas dû y avoir assez de matière, ni assez de temps pour former des structures aussi colossales. Certaines de ces galaxies semblent contenir autant d'étoiles que notre propre Voie lactée aujourd'hui. Mais notre galaxie a eu 13,6 milliards d'années pour grandir, pour fusionner avec d'autres, pour accumuler patiemment sa masse. Ces galaxies lointaines, elles, semblent être nées adultes. Elles sont compactes, denses et regorgent d'étoiles. C'est un paradoxe fondamental. Pour créer autant d'étoiles, il faut une quantité gigantesque de gaz et de poussière. Or, le modèle standard du Big Bang nous dit que la matière était bien plus diffuse à cette époque. Comment ces galaxies ont-elles pu rassembler si rapidement de telles réserves de carburant stellaire? Comment ont-elles pu convertir ce gaz en étoiles à un rythme des centaines de fois supérieur à celui de la Voie lactée? Ce n'est pas juste un détail qui cloche, c'est le scénario entier de la formation des structures dans l'univers qui est remis en question. C'est comme trouver les ruines d'une immense cathédrale gothique datant de l'âge de pierre. Les pièces ne s'emboîtent plus. La découverte de ces galaxies matures dans l'univers primordial n'est pas simplement une curiosité astronomique. Elle frappe au cœur de notre compréhension de la cosmologie. Notre modèle principal, appelé Lambda CDM, est une construction théorique d'une élégance remarquable qui explique de très nombreuses observations, de l'expansion de l'univers au fond diffus cosmologique. Ce modèle repose sur 2 ingrédients mystérieux, l'énergie sombre, lambda, et la matière noire, froide, cold dark matter. Selon ce modèle,
Après le Big Bang, de petites fluctuations de densité dans la matière noire ont commencé à s'effondrer gravitationnellement. Elles ont formé de petits halos de matière noire, des puits de gravité. Le gaz ordinaire, l'hydrogène et l'hélium a ensuite été attiré dans ces puits, s'est refroidi et a fini par former les premières étoiles et les premières petites galaxies. C'est ce qu'on appelle un modèle hiérarchique ou bottom-up. Les petites structures se forment en premier, puis elles fusionnent au fil des milliards d'années pour en créer de plus grandes. Les petites galaxies se heurtent pour former des galaxies moyennes, qui à leur tour entrent en collision pour donner naissance à des géantes comme la nôtre. C'est une histoire de croissance, lente et patiente. Or, les galaxies découvertes par Webb racontent une histoire top-down. Elles sont déjà massives, déjà grandes, très tôt dans le temps. C'est comme si les gratte-ciel étaient apparus avant les cabanes. Cela suggère qu'il manque une pièce essentielle à notre puzzle. Soit la matière noire n'est pas si froide et lente que nous le pensions, soit il existe un mécanisme inconnu qui accélère de façon spectaculaire la formation des galaxies. Peut-être que le gaz primordial s'est effondré sur lui-même bien plus efficacement que prévu. Ou peut-être que les graines de ces galaxies étaient déjà présentes d'une manière ou d'une autre dès les premiers instants de l'univers. Chaque hypothèse ouvre une boîte de Pandore de nouvelles questions, nous forçant à reconsidérer les lois fondamentales qui régissent le cosmos à grande échelle. Face à une anomalie aussi flagrante, la communauté scientifique ne reste pas inactive. Elle explore de nouvelles avenues, de nouvelles hypothèses, chacune plus fascinante que la précédente. Une première piste suggère que les conditions dans l'univers primitif étaient radicalement différentes de ce que nous imaginions. Peut-être que le gaz était beaucoup plus dense dans certaines régions, permettant un effondrement gravitationnel beaucoup plus rapide et efficace. Imaginez des fleuves cosmiques de gaz, des filaments denses, canalisant la matière vers des points de convergence, créant des creusets galactiques d'une efficacité redoutable. Dans ces environnements extrêmes, la formation d'étoiles n'aurait pas été un processus lent et continu, mais une série d'explosions créatrices, des feux d'artifice de naissance stellaires, transformant des nuages de gaz en galaxies massives en un clin d'œil cosmique. Une autre idée, encore plus audacieuse, concerne le rôle des trous noirs. Nous pensons généralement que les trous noirs, supermassifs, qui se trouvent au centre de la plupart des grandes galaxies, sont le résultat de la croissance de la galaxie. Ils se forment après, en quelque sorte. Mais que se passerait-il si c'était l'inverse ? Certains théoriciens proposent l'existence de trous noirs primordiaux, nés directement du Big Bang lui-même. Ces trous noirs auraient agi comme des graines gravitationnelles. Au lieu que la matière noire ne forme lentement des halos, ces trous noirs massifs auraient immédiatement commencé à attirer le gaz environnant, agissant comme des noyaux de condensation ultra efficaces. La galaxie ne se serait pas formée lentement pour ensuite créer son trou noir. Elle se serait construite directement autour de son trou noir supermassif préexistant. Cela expliquerait non seulement la masse de ces galaxies, mais aussi leur compacité et leur maturité précoce.
ce serait une réécriture complète du chapitre de la Genèse galactique, où les monstres gravitationnels ne sont pas la conséquence, mais la cause. Au-delà des galaxies individuelles, il y a la notion de structure à grande échelle. L'univers n'est pas un ensemble de galaxies distribuées au hasard. Il est organisé en une structure complexe que l'on appelle la toile cosmique. Imaginez une immense toile d'araignée en 3 dimensions, s'étendant sur des milliards d'années-lumière. Les fils de cette toile sont de longs filaments de gaz et de matière noire. Et aux intersections de ces filaments, là où la matière est la plus dense, se trouvent les amas et les superamas de galaxies. Notre propre Voie lactée est située dans l'un de ces filaments. Cette toile cosmique, selon nos modèles, a mis des milliards d'années à se tisser. La gravité, agissant sur de vastes échelles de temps, a lentement tiré sur la matière pour former ces structures allongées. Maintenant, imaginez que Webb n'ait pas seulement vu des galaxies trop grosses, mais qu'il ait vu les premiers fils de cette toile déjà en place, bien avant l'heure. C'est l'une des interprétations possibles de ces observations. Il ne s'agirait pas de 6 objets isolés, mais peut-être des nœuds les plus brillants d'une structure sous-jacente, bien plus vaste, un filament primordial déjà formé. Si cela s'avérait vrai, le problème serait encore plus profond. Former une galaxie massive rapidement est une chose. Former une structure interconnectée de plusieurs centaines de millions d'années-lumière, de long en est une autre. Cela nécessiterait que la gravité ait agi d'une manière beaucoup plus puissante ou rapide dans l'univers jeune. Ou alors, cela pourrait pointer vers une nouvelle physique, des lois que nous n'avons pas encore découvertes. Peut-être que l'espace-temps lui-même avait des propriétés différentes à l'aube des temps, facilitant la création de ces autoroutes cosmiques. L'image renvoyée par Webb ne serait alors plus une simple photo de quelques galaxies, mais le premier aperçu d'une architecture cosmique antique et totalement inattendue. Une autre hypothèse fascinante nous oblige à repenser la nature même des étoiles. Nous basons nos calculs de la masse des galaxies sur la lumière que nous recevons d'elles. En analysant le spectre de cette lumière, nous pouvons estimer le nombre et le type d'étoiles qu'elles contiennent. Nos modèles supposent que les étoiles de l'univers primitif, appelées étoiles de population 3, étaient globalement similaires aux étoiles que nous connaissons, bien que plus massives et composées de presque exclusivement d'hydrogène et d'hélium. Mais que se passerait-il si cette hypothèse était fausse? Certains astrophysiciens suggèrent que ces premières étoiles étaient radicalement différentes. Elles auraient pu être des super-étoiles ou des étoiles sombres, des objets théoriques d'une taille et d'une luminosité défiant l'imagination. Une seule de ces super-étoiles aurait pu être des millions de fois plus massive que notre Soleil et briller autant qu'une petite galaxie entière. Si les objets observés par Webb n'étaient pas des galaxies composées de milliards d'étoiles normales, mais des galaxies contenant quelques-unes de ces super-étoiles monstrueuses, cela pourrait résoudre le problème de la masse. La galaxie elle-même ne serait pas si massive, mais elle apparaîtrait incroyablement brillante à cause de ces phares cosmiques. Cependant, cette solution crée un nouveau mystère. Comment de telles super-étoiles ont-elles pu se former? Et pourquoi n'en voyons-nous plus aujourd'hui?
Une autre variante de cette idée est celle des quasi-étoiles, des objets encore plus étranges. Il s'agirait d'immenses cocons de gaz, non pas alimentés par la fusion nucléaire en leur cœur, mais par un trou noir central qui accrète la matière. La lumière que nous voyons ne viendrait pas des étoiles, mais de l'énergie libérée par le gaz tombant dans ce trou noir. Dans ce scénario, les objets de Webb ne seraient pas des galaxies, mais les premiers quasars, les précurseurs des monstres que nous observons plus tard dans l'histoire de l'univers. Chaque explication nous entraîne plus loin dans un territoire inconnu où la physique que nous connaissons est poussée à ses limites. La question du temps est au cœur de ce paradoxe. Notre modèle cosmologique est une chronologie. Le Big Bang a lieu à l'instant zéro. S'ensuit une période d'expansion et de refroidissement. À environ 380 000 ans, l'univers devient transparent. Puis viennent les âges sombres, une période de plusieurs centaines de millions d'années où il n'y a pas encore d'étoiles, seulement du gaz neutre dans l'obscurité. Enfin, les premières étoiles s'allument, mettant fin à cette période sombre. C'est l'aube cosmique. Les observations de Webb se situent précisément à cette transition cruciale. Le fait de trouver des galaxies déjà si développées suggère que cette chronologie est peut-être erronée. Soit l'aube cosmique a commencé beaucoup plus tôt que nous le pensions, soit le processus de formation des étoiles et des galaxies a été incroyablement compressé dans le temps. C'est comme si l'univers avait appuyé sur un bouton d'avance rapide. Une idée plus radicale encore, qui flirte avec la science-fiction mais qui est sérieusement envisagée par certains cosmologistes, est que le Big Bang n'était pas un commencement absolu. Des modèles comme l'univers cyclique ou l'inflation éternelle proposent que notre Big Bang n'était qu'un événement dans une histoire cosmique beaucoup plus longue. Il pourrait y avoir eu un univers avant le nôtre. Dans un tel scénario, les structures que nous observons ne seraient pas parties de zéro. Elles pourraient être les héritières de structures qui existaient dans la phase précédente. Les fluctuations de densité, les graines des galaxies, ne seraient pas nées du hasard quantique, mais seraient les vestiges, les fantômes d'un cosmos antérieur. Les galaxies de Webb ne seraient pas des nouveau-nés, mais des phénix, renaissant des cendres d'un univers précédent. Bien sûr, ce sont des spéculations très poussées, mais le fait que les données de Webb nous obligent à envisager des idées aussi vertigineuses montre à quel point cette découverte est fondamentale. Elle nous force à nous poser la question la plus profonde de toutes. Le temps a-t-il vraiment commencé avec le Big Bang ? Lorsque des données contredisent une théorie bien établie, la première réaction d'un scientifique est de questionner les données. Est-il possible que nous interprétions mal ce que Webb nous montre ? C'est une possibilité qu'il faut explorer avec le plus grand soin. L'un des principaux défis est la mesure de la distance. Pour savoir à quelle époque nous observons une galaxie, nous mesurons son décalage vers le rouge ou redshift. À cause de l'expansion de l'univers, la lumière des objets lointains est étirée vers des longueurs d'onde plus rouges. Plus le décalage est grand, plus l'objet est loin, et donc plus il est ancien. Il est possible
bien que peu probable que nous ayons mal calculé le redshift de ces objets. Peut-être ne sont-ils pas si anciens que cela. Ils pourraient être des galaxies plus proches, mais dont la lumière est étrangement rougie par d'énormes quantités de poussière interstellaire. Si c'était le cas, le paradoxe disparaîtrait. Elles ne seraient plus des nouveau-nés impossibles, mais des galaxies adolescentes normales, simplement masquées par un voile de poussière. Cependant, les analyses spectrales, poussées menées sur ces objets, semblent contredire cette hypothèse. La signature lumineuse correspond bien à celle attendue pour des galaxies très primordiales. Une autre source d'erreur pourrait être notre estimation de la masse. Comme nous l'avons vu, nous la déduisons de la luminosité. Si les premières étoiles étaient beaucoup plus brillantes que nous le pensons, alors nous pourrions surestimer la masse totale de ces galaxies. Elles seraient en réalité moins massives et donc moins problématiques pour nos modèles. C'est une piste de recherche très active. Mais même en tenant compte de ces incertitudes, même en prenant les estimations les plus conservatrices, ces objets restent anormalement massifs pour leur âge. La communauté scientifique est donc confrontée à un dilemme. Soit il y a une erreur systématique et inconnue dans nos méthodes de mesure, soit c'est bien la théorie qui doit être révisée. Pour l'instant, le poids des preuves penche de plus en plus vers la seconde option. Laissons un instant la physique et la cosmologie et concentrons-nous sur le sentiment que cette découverte évoque. C'est un sentiment d'humilité profonde. Pendant des siècles, nous avons construit des récits sur l'origine de l'univers, des mythes anciens aux équations complexes de la relativité générale. Nous avons toujours cherché à raconter cette histoire, à la rendre compréhensible. Et notre récit moderne, celui du Big Bang et de la croissance hiérarchique, était une belle histoire, cohérente, élégante. Nous pensions en connaître les grandes lignes. Et puis, un télescope, fruit de décennies de travail acharné de milliers de personnes, nous envoie une seule image. Et cette image murmure « Votre histoire est peut-être incomplète. Vous n'avez pas encore tout compris. Il n'y a rien de décourageant là-dedans. Au contraire, c'est le moteur même de la science. C'est l'excitation de se tenir au bord d'un territoire inexploré. C'est le rappel que l'univers n'est pas obligé de se conformer à nos attentes ou à notre intuition. Sa créativité, sa complexité dépassent de loin notre imagination. Pour les astronomes qui ont fait cette découverte, ce doit être un mélange de joie et de vertige. La joie de participer à un moment historique, de voir ce que personne n'avait jamais vu, et le vertige de devoir maintenant reconstruire, ou du moins amender, une théorie qui a servi de fondation à leur domaine pendant un demi-siècle. Pour nous, qui contemplons cela de loin, c'est une invitation à la rêverie. C'est la preuve que même à notre époque, où tout semble cartographié et connu, il reste de grands mystères. Des continents entiers de connaissances attendent d'être découverts, et ils ne sont pas sur Terre, mais dans la lumière fatiguée des premières étoiles, une lumière qui a voyagé à travers le temps et l'espace pour nous apporter son message énigmatique. C'est une leçon de patience et d'émerveillement. Retournons à ces objets lointains. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, une galaxie mature? Cela ne concerne pas seulement sa masse,
cela concerne aussi sa structure et sa composition. Les images de Webb, bien que montrant des objets très lointains, ont une résolution suffisante pour nous donner des indices sur leur forme. Et là encore, surprise, certaines de ces galaxies ne sont pas des amas informes, mais semblent déjà avoir une structure en disque, un peu comme notre Voie lactée. Un disque galactique est une structure fragile qui nécessite du temps pour se former. Il se crée lorsque le gaz, en orbite autour du centre de la galaxie, se stabilise et s'aplatit. Voir des disques si tôt dans l'histoire de l'univers est un autre défi majeur pour les modèles de formation. Cela implique que le gaz primordial était beaucoup moins turbulent que prévu, ou que des processus de stabilisation ont agi très rapidement. De plus, la couleur de ces galaxies nous renseigne sur l'âge de leurs étoiles. Certaines apparaissent très rouges, non seulement à cause du redshift, mais aussi parce qu'elles semblent contenir des populations d'étoiles plus anciennes. Dans une jeune galaxie, on s'attend à ne voir que de jeunes étoiles bleues, très massives et à la durée de vie courte. La présence de lumière plus rouge suggère que certaines étoiles, dans ces galaxies, sont déjà là depuis un certain temps, qu'elles ont vieilli. Cela repousse encore plus loin dans le passé le début de la formation stellaire. Tout se passe comme si le réveil de l'univers, la fin des âges sombres, s'était produit des dizaines, voire des centaines de millions d'années plus tôt que ce que nos calculs prédisaient. L'univers n'a pas pris son temps. Dès que les conditions l'ont permis, il s'est mis au travail avec une efficacité et une rapidité déconcertantes, construisant des cités d'étoiles complexes, alors qu'il n'était lui-même qu'un nouveau-né. Alors, où se cache la solution? Une des clés pourrait résider dans l'ingrédient le plus abondant et le plus mystérieux de l'univers, la matière noire. Nous ne savons pas ce qu'elle est. Nous ne l'avons jamais détectée directement. Nous ne faisons qu'inférer son existence par ses effets gravitationnels. Elle agit comme un squelette invisible sur lequel la matière visible, celle que nous connaissons, vient se draper. Dans le modèle standard, la matière noire est dite froide. Cela ne signifie pas qu'elle a une basse température, mais que ses particules se déplacent lentement. C'est cette lenteur qui explique la formation hiérarchique des structures. Les petites fluctuations s'effondrent lentement pour former de petits halos. Mais que se passerait-il si la matière noire n'était pas si simple? Peut-être existe-t-il plusieurs types de matière noire. Peut-être qu'une partie est chaude ou tiède, composée de particules se déplaçant plus vite, ou peut-être que la matière noire peut interagir avec elle-même d'une manière que nous ignorons. Certains modèles proposent une matière noire auto-interagissante. Dans un tel scénario, les particules de matière noire pourraient entrer en collision et s'annihiler, libérant de l'énergie. Ce processus pourrait accélérer l'effondrement des halos de matière noire dans l'univers primitif, les rendant plus denses et plus massifs, beaucoup plus rapidement. Cela fournirait les puits gravitationnels profonds, nécessaires pour attirer rapidement le gaz et former les galaxies massives que Webb observe. Changer la nature de la matière noire est une étape radicale. Cela aurait des conséquences
sur de nombreux autres aspects de la cosmologie, mais les données de Webb sont si convaincantes qu'elles justifient l'exploration de ces pistes audacieuses. Le télescope, conçu pour voir la lumière des premières étoiles, pourrait finalement nous éclairer sur la nature de l'obscurité qui compose 85% de la matière de l'univers. Visualisons maintenant la scène, non pas du point de vue de nos télescopes, mais de l'intérieur même de l'une de ces galaxies primordiales. Imaginez que vous flottez dans l'espace. Il y a 13,5 milliards d'années. L'univers est jeune, dense et très différent de celui d'aujourd'hui. Autour de vous, le gaz n'est pas encore enrichi en éléments lourds. Il est presque pur, fait d'hydrogène et d'hélium. Les étoiles qui naissent de ce gaz sont des monstres, des géantes bleues, des centaines de fois plus massives que le Soleil, brûlant leur carburant à un rythme effréné. Leur lumière est intense, aveuglante, principalement dans l'ultraviolet. Elles vivent vite et meurent jeunes, explosant en supernovas spectaculaires après seulement quelques millions d'années. Ces explosions sont cruciales. Elles ensemencent le gaz environnant avec les premiers éléments lourds, le carbone, l'oxygène, le fer, les briques de la vie future. La formation d'étoiles est un processus violent. Des ondes de choc parcourent la galaxie, compressant le gaz et déclenchant de nouvelles vagues de naissance stellaire. Il n'y a pas encore de planète rocheuse comme la Terre. Il n'y a pas encore de vie. C'est un univers purement minéral, un spectacle de force brute. Le ciel nocturne, vu depuis une hypothétique planète de gaz dans l'une de ces galaxies, serait incroyablement brillant. La galaxie est si compacte que les étoiles sont beaucoup plus proches les unes des autres que dans notre voisinage galactique. Le ciel ne serait jamais vraiment noir. Il serait illuminé en permanence par la lueur de millions de soleils ardents et par les couleurs vives des nébuleuses où naissent de nouvelles étoiles. C'est dans ce décor grandiose et chaotique que les fondations de notre monde se sont jouées. Les atomes qui composent votre corps, l'oxygène que vous respirez, le carbone de vos cellules, ont été forgés au cœur de ces premières étoiles, dans ces galaxies impossibles. Regarder ces objets lointains, c'est donc regarder notre propre acte de naissance cosmique. Cette découverte a également un impact profond sur la recherche de la vie dans l'univers. Pendant longtemps, on a pensé que la vie, du moins la vie complexe, nécessitait beaucoup de temps pour apparaître. Il fallait d'abord que les premières générations d'étoiles fabriquent les éléments lourds. Il fallait ensuite que ces éléments se rassemblent pour former des planètes rocheuses. Il fallait que ces planètes se refroidissent et développent des conditions stables. Tout cela prend, pensions-nous, des milliards d'années. C'est pourquoi on a souvent tendance à chercher la vie sur des planètes orbitant autour d'étoiles plus jeunes, dans des galaxies comme la nôtre. Mais si des galaxies massives et structurées, remplies d'étoiles, existaient déjà si tôt, cela change la donne. Cela signifie que le processus d'enrichissement chimique de l'univers a pu commencer bien plus tôt. Les briques de la vie, les éléments lourds, étaient disponibles dans l'univers des milliards d'années avant ce que nous pensions.
des planètes rocheuses ont pu se former beaucoup plus tôt. La fenêtre d'opportunité pour l'apparition de la vie s'ouvre donc bien plus loin dans le passé. Bien sûr, les conditions dans ces premières galaxies étaient extrêmes. Le rayonnement des jeunes étoiles, massives, était intense, et les explosions de supernovas fréquentes. Ce n'était peut-être pas l'environnement le plus accueillant, mais cela ne l'exclut pas. La vie est tenace. Il est donc théoriquement possible que la vie ait pu émerger dans l'univers alors qu'il n'avait que 1 ou 2 milliards d'années. C'est une pensée vertigineuse. Cela signifierait que si la vie existe ailleurs, elle pourrait avoir eu une avance de plusieurs milliards d'années sur nous. Les civilisations les plus anciennes de l'univers pourraient être nées dans ces galaxies que Webb vient de découvrir. Des civilisations aujourd'hui si avancées qu'elles nous seraient méconnaissables, ou peut-être éteintes depuis longtemps. Le silence apparent de l'univers prend alors une autre dimension. Comment les scientifiques vont-ils résoudre ce puzzle ? La prochaine étape est cruciale, la confirmation et l'analyse détaillée. Le télescope James Webb va continuer à observer ces objets et à en chercher d'autres. Les premières découvertes étaient basées sur des images. La clé maintenant est la spectroscopie. En décomposant la lumière d'une galaxie en ses différentes couleurs, comme un prisme, les astronomes peuvent en apprendre énormément. Ils peuvent confirmer sa distance avec une précision bien plus grande. Ils peuvent déterminer sa composition chimique exacte, mesurer la quantité d'oxygène, de carbone et d'autres éléments. Cela permettra de vérifier si ces galaxies sont bien aussi primitives qu'elles le semblent. Ils peuvent aussi mesurer les mouvements du gaz à l'intérieur de la galaxie. Est-ce que le gaz tourne de manière ordonnée dans un disque ou est-il chaotique et turbulent ? Ces informations permettront de tester les différentes hypothèses. Si la spectroscopie confirme la présence de disques en rotation et d'éléments lourds, alors le modèle standard sera en très grande difficulté. Si, au contraire, elle révèle que ces objets sont principalement composés d'hydrogène et d'hélium et que leur lumière provient de quasi-étoiles ou de trous noirs en accrétion, alors le mystère changera de nature, mais ne disparaîtra pas. D'autres télescopes, au sol et dans l'espace, seront également mobilisés pour observer ces régions du ciel à d'autres longueurs d'onde. Chaque nouvelle donnée est une pièce du puzzle. La science avance ainsi, non pas par des révélations soudaines, mais par une accumulation patiente de preuves. Ce que nous vivons en ce moment est l'un de ces rares moments de basculement où un nouvel instrument ouvre une fenêtre sur l'inconnu et nous oblige à tout repenser. C'est un processus lent, méticuleux, mais incroyablement excitant. Cette histoire nous rappelle une leçon importante sur la nature de la connaissance. Nos théories scientifiques ne sont pas des vérités absolues gravées dans le marbre. Ce sont des modèles, des cartes que nous dessinons pour naviguer dans la complexité du réel. Et comme toute carte, elle est forcément incomplète et peut contenir des erreurs. Le modèle lambda CDM est une carte extraordinairement performante. Elle nous a guidés avec succès à travers de vastes territoires de l'univers observable. Mais elle a ses limites. Les observations de Webb nous montrent une région, l'univers très jeune, où notre carte semble ne plus correspondre au territoire. C'est une invitation, non pas à jeter la carte,
mais à l'améliorer, à la corriger. C'est ainsi que la science progresse. Isaac Newton a dessiné une carte de la gravité qui a fonctionné à merveille pendant des siècles, jusqu'à ce qu'Albert Einstein arrive avec une carte bien meilleure, la relativité générale, capable d'expliquer des phénomènes que la carte de Newton ne pouvait pas décrire. Aujourd'hui, nous sommes peut-être à l'aube d'une nouvelle révolution en cosmologie. Les galaxies de Webb sont peut-être les orbites de Mercure de notre temps. Ce petit détail inexplicable qui, à la fin du XIXe siècle, a fini par faire tomber la physique newtonienne et ouvrir la voie à Einstein. Nous ne savons pas encore quelle sera la nouvelle théorie, mais nous savons qu'elle devra être plus vaste, plus complète et capable d'expliquer à la fois l'ancien modèle et ces nouvelles données déconcertantes. C'est un moment de grande effervescence intellectuelle, un rappel que la quête du savoir est un voyage sans fin où chaque sommet atteint ne fait que révéler de nouveaux horizons à explorer. Il y a aussi une dimension poétique et philosophique à cette découverte. L'univers que Webb nous révèle est un univers qui semble pressé de créer de la complexité. Il ne s'attarde pas. Dès que les lois de la physique le permettent, la matière s'organise, forme des étoiles, des galaxies. C'est un univers fertile, créatif. Cette rapidité contraste avec notre propre perception du temps, avec la lenteur de l'évolution biologique sur Terre. Mais à l'échelle cosmique, la formation des structures semble avoir été un processus d'une efficacité foudroyante. Cela peut changer notre perception de notre place dans le cosmos. Nous ne sommes peut-être pas le fruit d'un processus lent et laborieux, s'étalant sur la quasi-totalité de l'âge de l'univers, les conditions nécessaires à notre existence, des galaxies stables, des éléments lourds, ont peut-être été réunis très tôt dans l'histoire. Nous ne sommes pas nécessairement les nouveaux venus dans un univers qui a mis longtemps à se préparer pour nous. Nous sommes peut-être simplement les habitants d'une planète dans une galaxie parmi d'autres qui a émergé dans un cosmos qui a toujours été capable de créer des mondes. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans cette idée. L'univers n'est pas un désert stérile qui a accidentellement produit une oasis de vie. C'est peut-être un jardin qui, depuis ses tout débuts, n'a cessé de fleurir, de créer des structures complexes et magnifiques. Les galaxies impossibles de Webb ne sont alors plus une anomalie, mais le témoignage de cette puissance créatrice fondamentale, une force qui était déjà à l'œuvre à l'aube des temps, peignant ses premières fresques grandioses sur la toile sombre de l'espace-temps. Ce qui est peut-être le plus troublant, c'est que ces objets sont à la limite absolue de ce que nous pouvons observer. La lumière que nous recevons d'eux a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années. Nous les voyons tels qu'ils étaient dans la toute première fraction de l'histoire cosmique. Cela signifie que nous n'avons aucun moyen de savoir ce qu'ils sont devenus. Ont-ils continué à grandir pour devenir les super-amas de galaxies que nous voyons dans l'univers plus proche? Ont-ils fusionné les uns avec les autres? Ou bien, victimes de leur propre croissance explosive, se sont-ils éteints rapidement, consumant tout leur gaz en un gigantesque feu d'artifice stellaire avant de s'évanouir dans l'obscurité? Nous ne le saurons jamais.
nous n'avons qu'un seul instantané, une seule photo de leur enfance. Le reste de leur histoire est perdu pour nous, emporté par l'expansion de l'univers. C'est un peu comme trouver une seule page, la toute première, d'un livre épique. On peut y voir des personnages magnifiques, une intrigue prometteuse, mais on ne connaîtra jamais la suite. Cette limitation est une partie intégrante de l'astronomie. Nous sommes des archéologues de la lumière, reconstituant une histoire à partir de fragments épars. Ces 6 galaxies sont comme des fossiles de l'aube des temps. Des fossiles qui ne correspondent pas à l'arbre de l'évolution cosmique que nous avions dessiné. Ils nous parlent d'une branche inconnue, d'une lignée de géants qui existait au tout début. Et cela nous laisse avec un sentiment de mystère infini. L'univers a eu une histoire, une jeunesse que nous commençons à peine à entrevoir et qui était peut-être bien plus riche et mouvementée que nous ne l'avions jamais cru. Au-delà des théories complexes, il reste la beauté pure de l'image, même si vous oubliez la science, les implications, les paradoxes, il reste ces points de lumière rougeoyante sur un fond noir. Chaque point est une galaxie, un empire de milliards d'étoiles. Et cette lumière a traversé la quasi-totalité de l'univers et du temps pour venir imprimer sa marque sur un détecteur construit par des mains humaines. Il y a une connexion profonde dans cet acte d'observation. C'est l'univers qui se regarde lui-même. La matière, née du Big Bang, s'est organisée sur une petite planète pour former des êtres conscients, capables de construire un instrument pour regarder en arrière vers leur propre origine. C'est un cycle d'une poésie vertigineuse. Ces images sont plus que des données scientifiques. Ce sont des œuvres d'art créées par le cosmos lui-même. Elles nous rappellent notre petitesse, bien sûr. Notre planète, notre Soleil, notre galaxie ne sont qu'une infime partie d'une tapisserie immense. Mais elles nous rappellent aussi notre grandeur, la grandeur de notre curiosité, de notre ingéniosité, la capacité de notre esprit à voyager par la pensée jusqu'aux confins de l'espace et du temps, à se poser des questions sur l'origine de tout. En vous endormant ce soir, laissez cette image flotter dans votre esprit. Pas l'image d'un problème scientifique, mais celle d'un chef-d'œuvre. La première lueur de l'aube cosmique, capturée pour la première fois. Une lueur qui nous apporte plus de questions que de réponses, et c'est précisément ce qui la rend si belle. C'est une promesse d'émerveillement, la certitude que, peu importe ce que nous apprendrons, l'univers gardera toujours une part de mystère pour nous faire rêver. Et si la solution était encore plus simple, et en même temps plus profonde, et si l'une de nos constantes fondamentales de la physique n'était pas si constante que ça? Les lois de la physique que nous connaissons ont été testées et validées dans notre environnement local, à notre époque. Nous supposons qu'elles sont les mêmes, partout et à tout moment. C'est le principe cosmologique. Mais est-ce vraiment le cas? Que se passerait-il si la constante de gravitation, G, était légèrement plus forte dans l'univers primitif? Un petit changement suffirait. La gravité étant plus puissante, la matière se serait effondrée sur elle-même beaucoup plus rapidement. Les halos de matière noire se seraient formés plus vite. Le gaz aurait été attiré plus efficacement. La formation des étoiles et des galaxies
aurait été considérablement accélérée. Le paradoxe des galaxies de Webb serait alors résolu. Elles ne violent pas les lois de la physique, car les lois de la physique elles-mêmes étaient différentes. Cette idée, celle de constante variable, n'est pas nouvelle, mais elle reste très controversée. La modifier aurait des répercussions en cascade sur toute notre compréhension de la physique. Mais cela pourrait expliquer pourquoi l'univers semble avoir mûri si vite. Peut-être que le cosmos, dans sa jeunesse, était plus dynamique, plus intense. Les forces fondamentales étaient peut-être plus fortes, menant à une période de création explosive, avant que l'univers ne s'installe dans un état plus calme et plus stable. Celui que nous connaissons aujourd'hui, l'univers ne serait pas seulement en expansion, il serait aussi en évolution, ses propres lois se modifiant subtilement avec le temps. C'est une pensée radicale, mais face à une structure impossible, il faut oser penser l'impensable. Finalement, peu importe la solution qui émergera, qu'il s'agisse de trous noirs primordiaux, de matière noire exotique, d'une nouvelle chronologie cosmique ou de lois physiques variables, une chose est certaine, notre vision de l'univers est en train de changer. Nous vivons un moment passionnant, comparable à l'époque où Galilée a tourné pour la première fois sa lunette vers le ciel et a découvert que la Lune avait des montagnes et que Jupiter avait des lunes. À chaque fois qu'un nouvel instrument nous donne une vision plus claire, plus profonde du cosmos, il ne se contente pas de confirmer ce que nous savons. Il révèle de nouvelles couches de complexité, de nouveaux mystères. Le télescope James Webb n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'un nouveau chapitre. Les données qu'il collecte aujourd'hui occuperont les physiciens et les astronomes pendant des décennies. De nouvelles théories vont naître, être débattues, testées. Notre récit de l'origine va être réécrit. Et c'est un processus magnifique. Cela montre que la science est une aventure humaine vivante, faite de doutes, de surprises et de découvertes. L'univers n'est pas un livre que nous avons fini de lire. Nous venons à peine de tourner la première page. Et ce qu'elle nous montre est déjà plus étrange et plus merveilleux que tout ce que nous aurions pu imaginer. Ces galaxies lointaines ne sont pas une erreur ou un problème. Elles sont un cadeau de l'univers à notre curiosité, un murmure venu de l'aube des temps nous invitant à regarder plus loin, à penser plus grand et à ne jamais cesser de nous émerveiller. Ainsi, notre voyage à travers le temps touche à sa fin pour ce soir. Nous avons contemplé une découverte qui est bien plus qu'une simple observation astronomique. C'est un véritable retournement de situation. Le moment où nous avons réalisé que le début de l'histoire de l'univers ne s'est pas déroulé comme nous l'avions écrit. Les structures massives, matures, presque arrogantes, qui existent là où il ne devrait y avoir que des balbutiements, nous obligent à l'humilité. Elles nous rappellent que nos modèles les plus sophistiqués ne sont que des approximations d'une réalité infiniment plus riche. Le grand rebondissement de cette histoire, c'est que l'univers a peut-être eu une enfance précoce. Il n'a pas perdu de temps. Il a commencé à construire ses merveilles, les galaxies, avec une hâte et une efficacité qui défient notre entendement. La découverte de Webb
ne ferme aucune porte. Au contraire, elle en ouvre des dizaines. Elle nous propulse dans une nouvelle ère de la cosmologie, une ère de questions fondamentales sur la nature de la matière noire, sur le rôle des trous noirs, et peut-être même sur la constance des lois de la physique. L'univers est redevenu un territoire sauvage et inexploré. Merci d'avoir partagé ce voyage jusqu'aux premières lueurs du temps. Si cette exploration de l'inconnu vous a apaisé et fasciné, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines conférences. Pour s'endormir, laissez un pouce en l'air pour soutenir notre quête des mystères cosmiques. Et maintenant, je vous laisse avec une question pour vos rêves. Et vous, que pensez-vous que cette structure pourrait être? Une erreur dans nos théories? Ou la signature d'une physique que nous n'avons pas encore découverte? Partagez vos pensées dans les commentaires. Douce nuit sous les étoiles.